Bernard. Parce que Bernard, qui n'a pas de mémoire et qui n'a pas de pensée personnelle, ça lui donnait absolument rien de savoir de quoi on était pour parler ce soir. Il me l'a dit lui-même. Il dit, je veux pas savoir de quoi tu veux qu'on parle. J'ai pensé dans une rencontre avec les amis de l'émission qu'on pourrait aborder des sujets qui ne s'abordent à peu près jamais. Soit dit en passant, les 3 sujets tabous. La religion, le sexe et la politique. La politique, il paraît, ça se parle. La religion, ça se vit. Puis l'amour, ça se fait. On va essayer d'éviter d'être intellectuel. Là-dessus, Bernard, je pense que on vient de vivre des élections au Canada. On a bien l'impression de toute façon que les gens qui sont en façade sont souvent loin d'être les maîtres du monde, sont souvent loin d'être ceux qui ont finalement le destin des gens sur le plan économique, sur le plan scientifique ou le plan militaire. Alors si je te lance avec une première question, d'après toi, les 3 thèmes tabous, religion, politique, amour ou sexe, définitivement, est-ce que dans l'ère où l'éthérique devrait dominer, est-ce que ça va demeurer tabou encore, ça? La politique, l'amour et la religion sont des structures imposées à l'homme qui lui permettent de comprendre au niveau de son expérience les possibilités évolutionnaires de sa civilisation et aussi de comprendre ses liens personnels avec la civilisation. La politique, si on prend ce premier sujet, éventuellement disparaîtra de la fenêtre parce que avec l'avenir qui se projette devant nous, l'homme, à cause de la mutation de son cerveau et de la transformation de ses émotions, connaîtra éventuellement les chefs de la hiérarchie qui ne sont pas sur le plan matériel physique, mais qui vivent dans une dimension matérielle dont la portée sur notre planète est très réelle. L'homme ne voit pas le contenu psychologique et intuitif de la politique parce qu'il ne peut pas comprendre le lien qui existe au niveau de sa pensée, au niveau de ses désirs, avec des manipulations vibratoires qui s'exercent constamment sur notre planète. Et à cause de ça, pour lui permettre de structurer la politique ou la volonté politique d'une façon à représenter le plus possible ses désirs ou ses ambitions, il doit s'envelopper d'illusions. Pardon. Matérielles, psychologiques, et ces illusions-là sont constamment le thème de sa progression dans la compréhension de son devoir et de son devenir politique. Si on prend la politique sur le plan cosmique, c'est la relation vibratoire qui existe entre la volonté créative de la hiérarchie ou de ce qu'on peut appeler les gouvernements invisibles au travers l'homme, au travers l'intuition de l'homme. Ces gouvernements invisibles, est-ce qu'ils sont invisibles parce qu'ils sont immatériels ou ils sont invisibles parce qu'ils sont inaccessibles à l'homme? Non, ils ne sont pas invisibles parce qu'ils sont immatériels, ils sont invisibles parce qu'ils sont situés sur une vibration qui ne fait pas partie de la longueur d'onde physique que nous connaissons.
D'ailleurs, la lumière que nous avons sur la planète physique, la lumière solaire, c'est une lumière chimique, ce n'est pas une lumière naturelle. Alors, la lumière naturelle, nous ne la voyons pas. Nous en voyons certains aspects lorsque nous rêvons. Mais l'homme ne peut pas, pour le moment, travailler ou rencontrer sans préparation ces êtres à cause du choc psychologique qui se produit lorsque la rencontre se fait entre des êtres éthériels et des êtres matériels. L'homme doit être transmuté, l'homme doit être amené à un changement vibratoire dans tous ses corps. Et à ce moment-là, il peut facilement voir dans ces mondes, entrer en communication mentale avec ces gens, avec ces races, et à ce moment-là, appartenir à la Confédération galactique des planètes. Suite aux élections du Canada, est-ce qu'il y a quand même, dans la politique extérieure des choses, celle qu'on voit dans les journaux ou par la télévision, des gens en place, en relation avec ces autorités politiques des mondes invisibles? Les gens qui sont en place, les chefs de gouvernement qui ont de grandes responsabilités, connaissent certaines choses, mais par voie indirecte. Un homme qui est en politique et qui travaille avec la hiérarchie ne peut plus appliquer les lois de la politique humaine sur la planète. S'il le faisait, à moins qu'on lui donne des pouvoirs sur son corps physique, c'est-à-dire des pouvoirs de se rendre invisible à volonté, il serait automatiquement assassiné. Parce que les structures psychologiques du monde politique sont basées sur le désir. Ils sont basés sur le pouvoir de l'argent. Ils sont basés sur le pouvoir politique qui est l'envers du pouvoir de l'argent. Et aussi, ils sont basés sur le désir national des nations. Et ce désir national des nations est probablement plus puissant que tous les autres. Si nous prenons par exemple la situation dans le monde occidental de ce que les gens appellent le capitalisme, et si nous étudions ce phénomène par rapport à ce que nous retrouvons en Russie, nous voyons que deux États qui représentent deux idéologies différentes sont incapables, avec le maximum de volonté possible, de s'entendre. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas s'entendre, ce n'est pas qu'ils n'ont pas intérêt à s'entendre, mais ils sont incapables de s'entendre. Et ceci, si on y réfléchit bien, d'une façon objective, c'est le plus grand problème de l'homme. Les nations ne peuvent pas s'entendre parce que les nations n'ont aucune infrastructure universelle pour créer au sein de leur État ou sur la planète des points d'intérêt communs qui sont visés à l'évolution humaine et à la répartition égale des tâches de la civilisation chez les hommes. Alors, les Américains veulent contrôler un secteur, les Russes veulent contrôler un autre secteur, ou ils veulent contrôler le même secteur. Et c'est normal dans le cadre de leur psychologie égocentrique politique. C'est normal. Ce sont des lois mécaniques. Alors, les plus grands chefs d'État sont sujets à des lois mécaniques de la pensée. Et tant que les chefs d'État ou les chefs d'organisation ou les gens qui mènent le monde ne comprendront pas que avant de penser, il faut savoir, à ce moment-là, ils seront incapables de créer sur la planète ce qu'ils appellent une forme idéale de civilisation. Et l'histoire de l'homme le prouve. Avec les meilleures intentions, on a cherché à bouleverser des zones de population,
On a cherché à bouleverser les gouvernements avec toujours l'espoir de créer quelque chose de mieux. Et ce que nous avons découvert après cette expérience, c'était que nous avions trouvé une forme de progrès. Je veux parler de progrès parce que le progrès et la politique, ça va ensemble. Le progrès, c'est une illusion. C'est une illusion tellement grande, tellement puissante, que les hommes aujourd'hui sont totalement enracinés dans cette terre, dans ce terrain, et très peu d'individus et très peu de nations peuvent même voir le jour où ils cesseront d'être progressifs. Parce que pour l'homme, sur le plan de la civilisation, le progrès, c'est la vie. Le progrès, c'est l'avancement. Le progrès, c'est le développement maximal de l'ego, de la civilisation ou de la nation. Si, aujourd'hui pour demain, la hiérarchie décidait de se matérialiser en masse, le progrès de la civilisation occidentale, judéo-chrétienne, serait automatiquement arrêté, pour un certain nombre de raisons. D'abord, il n'y aurait plus d'électricité. L'électricité, sur le plan matériel où nous vivons, c'est une forme d'énergie qui est très nécessaire à l'intérieur des structures que nous avons développées pour soit l'apprivoiser ou soit l'utiliser. Mais sur le plan mondial, sur le plan de l'évolution et non du progrès, l'électricité est une forme d'énergie qui est détrimentale à la stabilité du corps éthérique humain. Je ne parle pas contre l'électricité dans un sens péjoratif. Je ne parle pas contre l'électricité. Je dis que l'électricité est une forme d'énergie qui sera dépassée. Et lorsque cette forme d'énergie sera dépassée, à ce moment-là, il y aura des formes d'énergie nouvelles qui permettront à la civilisation d'intégrer son pouvoir animal à son pouvoir mental. C'est la même chose au niveau de l'énergie nucléaire. Sur le plan humain, les scientifiques ont fait de la recherche, et cette recherche résulte d'une très grande intelligence et d'une très grande capacité analytique. Mais l'intelligence, l'intellect humain, est un facteur de cognition qui est basé sur une perception très limitée de la réalité et aussi qui permet de faire des erreurs. Alors, tant que l'intelligence existe, l'homme fera des erreurs. L'intelligence et le principe de l'intelligence, ce n'est pas la même chose. Moi, je n'ai pas d'intelligence, mais je fonctionne en relation avec un principe d'intelligence. Et si je pouvais penser, je ne pourrais pas parler et dire ce que je dis. Alors, je fais une chose ou je fais l'autre. L'intelligence est un principe qui sera éventuellement découvert par l'homme parce qu'il n'est pas encore découvert. Et lorsque l'homme vivra sous ce principe, il verra que toute la connaissance passe par ce principe et que lorsqu'il a de besoin pour sa politique, pour l'amour, pour la religion ou quelque chose que ce soit, cette intelligence lui donne les réponses et lui fait comprendre les rapports qu'il a avec l'énergie du supramental. Où se loge cette intelligence? Est-ce que l'ONU, est-ce qu'on peut considérer que c'est un premier pas vers un gouvernement mondial, global? L'ONU, c'est un pas qui provient du fait que les hommes ont, après la Deuxième Guerre mondiale, réalisé l'intention de devenir amicaux, de résoudre leurs problèmes, parce que les hommes sont très conscients de leurs problèmes. Mais il y a une différence entre réaliser qu'on a des problèmes et réaliser qu'on doit faire des efforts pour les résoudre et pouvoir transmuter totalement une civilisation. Lorsque je parle de politique, je ne peux pas parler de politique dans le sens que où l'on situe en général la politique. Je dois aller au-delà de la politique humaine pour révéler les aspects futurs de la politique mondiale en relation avec la galaxie. Pour
pour moi, la politique qui existe aujourd'hui, ça fait partie de l'évolution de l'homme, de l'expérience des individus, mais en elle-même, c'est un aspect primitif de l'exploration des possibilités de la civilisation. C'est très important que les gens se situent en relation avec ce que je dis. Se situent dans ce sens qu'ils ne prennent pas au sérieux ce que je dis. Parce que ce que je dis n'est pas en lui-même important. Ce qui est important, c'est la vibration derrière la pensée. Si je parle, par exemple, de l'évolution de la civilisation dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, c'est évident qu'il n'y a aucun rapport psychologique qui puisse permettre à l'homme aujourd'hui de comprendre ces étapes de développement, à moins qu'il change de niveau. Alors à ce moment-là, ce qui se produit, c'est que si l'individu a une grande avidité intellectuelle, il va absorber ses idées et il va se faire une sorte de philosophie il va créer une structure. Et cette structure-là, si elle va très loin, parce que tout peut aller très loin, peut lui créer éventuellement de la difficulté à vivre sa vie. Les gens doivent vivre leur vie de chaque jour. Ce qui est important au niveau des idées que j'émets, c'est de comprendre qu'il y a des choses qui sont très très loin dans le temps et qui sont très près dans le temps. Et ces choses doivent être écoutées, mais on ne doit pas trop porter attention sur le plan de la pensée de ces choses. Il ne faut pas les rationaliser. Si je parle de politique aujourd'hui, et si je confronte cette politique avec la politique éventuelle de la civilisation, c'est pour permettre aux gens de réaliser qu'il y a pour l'humanité un très grand avenir. Mais c'est un avenir qui est dans les mains d'entités qui sont très supérieures à l'homme, et ces entités viendront sur le plan matériel, physique, lorsque ce sera le temps. Vous vous imaginez aujourd'hui que dans une ville comme Montréal, s'il y a le moindre éclatement dans la qualité de la vie, tout le monde panique. Imaginez-vous dans une ville comme New York. Imaginez-vous dans les grands centres. Alors imaginez-vous qu'un jour on s'éveille et qu'on sache qu'il y a sur toute la planète une matérialisation d'ovnis qui se situe dans le ciel et que tous les peuples peuvent voir d'une façon précise, objective. C'est la fin d'une civilisation. C'est la fin. Il y aura des gens qui pourront absorber ce choc, mais il y aura des gens qui ne pourront pas absorber ce choc. Et c'est à partir de ce moment-là que la politique dont je parle commence à s'établir et à donner sur la planète une nouvelle lueur, une nouvelle lumière pour permettre à l'homme d'évoluer très rapidement. Parce que aujourd'hui, je sympathise avec les politiciens. Il y a des politiciens de très grande intelligence. Nous venons de perdre dernièrement au fédéral un très grand homme qui est apprécié dans certains milieux, qui est moins apprécié dans d'autres. Mais sur le plan objectif, les gens qui regardent cet homme droit dans les yeux peuvent s'apercevoir qu'il a effectivement une très grande intelligence. Mais qui sait jusqu'à quel point cet homme pouvait faire ce qu'il voulait? Un politicien, à moins que ce soit un dictateur, ne peut pas, dans le monde occidental, dans les pays démocratiques, appliquer ce qu'il veut. Si on va plus vers la droite ou vers la gauche, si on va en Espagne durant la période de Franco, si on va en Russie avec un système totalement rigide sur le plan politique, c'est très facile d'établir des plans parce que tout le monde doit les suivre. Et dans un pays où les gens niaisent la liberté, où on dit « ah, il n'y a pas de liberté », c'est vrai, c'est relatif la liberté. Mais si les gens réalisaient ou voyageaient dans les autres pays, ils verraient très bien qu'avec la grande liberté relative que nous avons ici dans les pays occidentaux, c'est très difficile de faire de la bonne politique. Alors je lève mon chapeau aux politiciens de quelque couleur qu'ils sont, parce que ces hommes travaillent très fort à refouler la vague de l'inconscience collective et à reprendre constamment leur souffle politique
pour essayer d'avancer un petit peu. Mais c'est très difficile. Ça m'amène presque à vous demander votre opinion sur les systèmes, après le système politique. Celui qui le prépare, c'est le système d'éducation. Le système politique est fondamentalement axé sur 4 variables. La première variable, c'est l'éducation des masses. Parce que si on vit à l'intérieur d'un système politique et si l'individu n'a pas les instruments nécessaires pour le comprendre, pour analyser son développement, ses mouvements, ses rythmes, à ce moment-là, l'individu peut être très facilement embarqué dans une position politique ou une autre, et souvent, il sera facilement la proie d'un démagogue. Ça, c'est dangereux. Parce que tous les hommes sont influençables. Et pour ne pas être influençable, il faut souffrir énormément au niveau de soi-même pour en arriver à détruire les aspects de soi-même qui représentent constamment l'insécurité. Alors, pour qu'un homme fasse face à des opinions qui sont établies depuis 100 ans, 200 ans, 2000 ans, et dire cette opinion-là, je la rejette, il faut qu'il ait lui-même un centre de gravité très solide parce qu'il est automatiquement seul. Et si les individus dans une population avaient la capacité de choisir au niveau de leur propre intelligence intérieure, de leur intuition, et se peut très très bien sur le plan de cette possibilité que l'individu ne vote pas. Je parle de la conscience objective de l'individu, parce que si l'individu vit en relation avec sa conscience objective, il doit objecter. Si le programme politique va à l'encontre des valeurs morales et des valeurs biologiques et des valeurs environnementales de son patrimoine. Mais ces valeurs, comment peut-il les reconnaître si déjà on lui a inculqué de fausses valeurs? Il les reconnaît au fur et à mesure qu'il s'habitue à se débarrasser des fausses opinions et au fur et à mesure qu'il s'habitue à penser avec lui-même. Parce que la pensée, tous les hommes ont en eux du supramental. Tous les hommes ont en eux de l'intuition, qui est une forme inférieure du supramental. Mais cette intuition, elle est très importante. Mais les hommes ne veulent pas écouter l'intuition, parce que l'intuition va toujours à l'encontre des données faciles, naturelles, économiques, politiques, tout ce qui est du désir humain, là. Alors, l'intuition, petit à petit, meurt. Et éventuellement, lorsque l'intuition meurt, qu'est-ce qu'il vous reste pour penser? Des opinions. L'intuition et l'inspiration qui nous vient d'en haut, qui nous vient de certaines puissances, ont souvent été à la source de fondements religieux. Et pourquoi ne pas parler maintenant du deuxième sujet tabou, les religions? L'intuition, c'est une chose qui est très peu comprise. On connaît le mot, on l'a entendu à maintes reprises. L'intuition, c'est un mouvement d'énergie qui provient de ce que je pourrais appeler les contrôleurs de la pensée. Il y a dans le cosmos, sur des plans très évolués, des êtres qui contrôlent la pensée de l'homme. Ce sont des ajusteurs de pensée, parce que l'homme ne pense pas par lui-même. Il pense qu'il pense. D'ailleurs, c'est l'erreur fondamentale de l'éducation dans le monde occidental, sur toute la planète. L'homme croit qu'il pense, mais l'illusion qu'il pense est tellement grande qu'il n'a pas d'autre façon de croire que la pensée puisse venir de derrière lui, d'au-dessus de lui. Et dans les cas où il y a ce mouvement de la pensée à travers le mental humain, souvent l'individu se dit, c'est drôle, on dirait que c'est pas moi qui a pensé ça. Si l'individu suivait cette ligne d'énergie et essayait je ne dirais pas de l'apprivoiser, mais de la rencontrer, de parler avec elle, à ce moment-là, il verrait qu'il y a derrière cette ligne d'énergie une entité qui a un nom et qui peut facilement avec lui communiquer. Et c'est à partir de ce moment-là
que l'homme commence à comprendre. Mais l'ego est tellement fossilisé, l'ego est tellement faible, la crainte en lui est tellement grande que son insécurité l'empêche de faire ses efforts internes parce qu'il aurait peur de devenir fou. Il aurait peur d'être en communication avec des entités qui sont ce que les gens appellent négatives. Ça, je le comprends. Autrement dit, il aurait toutes sortes de craintes. Et pourquoi? Parce que, encore, son éducation est fondée sur des opinions qui sont vieillottes. Et ce sont des formes qui doivent être détruites. Y inclure les religions? Les religions ont une fonction extrêmement importante dans l'évolution de l'homme. Elles ont eu une fonction très importante. Avec l'avènement de la science et le développement du rationalisme, elles ont perdu de leur puissance. Mais ce n'est pas la faute de la science. Les religions ont perdu de leur puissance parce que les religions ont perdu le contact avec l'intuition en eux. Les religions ont mis de côté l'ésotérisme. Les religions ont empêché l'homme de pouvoir étudier les frontières de l'invisible et de l'inconnu. Pourquoi encore? Parce qu'au sein des religions, il y avait des opinions. Vous avez de grands êtres, comme Pierre Teilhard de Chardin, qui est un grand bonhomme, un grand intuitif, qui a composé une poésie à l'intelligence, en passant par des réseaux d'informations scientifiques, mais qui a créé une œuvre de toute beauté et qui, aujourd'hui, est discutée d'une façon philosophique ou qui est manipulée d'une façon théologique par des gens qui veulent s'assurer que Pierre Teilhard de Chardin n'est pas mort, mais que Pierre Teilhard de Chardin ne fasse non plus pas trop de bruit. Alors, s'il y a dans nos sociétés, parmi nos peuples, nos nations, des individus qui ont un aspect très puissant de cette connaissance et qui peuvent la transposer, la dire, la faire lire à des millions d'individus dans un cadre d'une poésie esthétique très développée, ces gens-là, on devrait les applaudir, on devrait les aimer, on devrait les remercier, parce qu'ils font pour l'homme des choses à l'intérieur de leur expérience qui sont de grande valeur. Mais les opinions théologiques, les opinions fossilisées d'une prêtrise qui souvent n'est pas tout à fait éclairée, rend ces ouvrages pénibles au peuple, parce que le peuple ne peut pas, par lui-même très souvent, à cause de son éducation, à cause de ses activités de tous les jours, apprécier ces choses. Les ouvrages récents comme ceux de Pierre Teilhard de Chardin, d'accord, mais les ouvrages plus anciens sur lesquels on s'appuie et on interdisait d'ailleurs l'accès à la Bible aux gens du peuple il y a encore très peu d'années. C'est juste. Quand je parle de Pierre Teilhard de Chardin, je ne fais pas allusion précise à son travail, parce que même dans le travail de Pierre Teilhard de Chardin, il y a une infrastructure occulte que probablement Pierre Teilhard de Chardin ne connaissait pas. Mais sur le plan de la Bible, sur le plan des œuvres ésotériques, les choses ne sont pas montées à la surface parce que l'homme n'était pas prêt. On ne peut pas donner aux hommes des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. On ne doit pas avoir un désir puissant de transformer une civilisation. D'ailleurs, ce ne sont pas les hommes qui changent les choses. Ce n'est pas parce que Albert Einstein vient au XXe siècle que c'est lui qui change la civilisation. Lorsque Albert Einstein vient, c'est que c'est le temps qu'il vienne. Parce que les connaissances de la théorie de relativité qu'il a apportées, qui sont des connaissances limitées,
ont été connus, étaient connus depuis toujours. Tout est connu. Alors, il y a des étapes, l'humanité doit franchir ces étapes, mais à un certain moment dans son évolution, il y a, on dirait, une lueur qui s'élève de l'orbite très assombrie de la connaissance humaine. Et c'est à ce moment-là qu'on doit s'attendre à de très grands changements. Parler de l'ésotérisme dans le passé, l'ésotérisme de l'Atlantide, l'ésotérisme, les livres qui sont cachés dans les monastères tibétains, tout ça, c'est une perte de temps parce que l'homme doit en arriver à comprendre en lui. Toute la connaissance est en lui. Je comprends que les œuvres doivent être respectées. Il y a des intelligences qui ont certaines vibrations, qui ont une certaine facilité analytique, qui ont une certaine patience d'aller dans ces cavernes, de déchiffrer, d'amener en surface. Et ça, c'est leur travail, et ça, c'est très bon. Mais c'est à ce moment-là qu'on doit faire connaître au monde ces œuvres. Que les détails internes, que les détails ésotériques, cachés, occultes, ce sont des mots, mais que les détails qui ne sont pas connus de l'homme et qui ne doivent pas être connus de l'homme encore, soient voilés dans une symbologie quelconque dans ses œuvres, que ces détails-là soient expliqués par des gens qui le font et qu'on leur donne la capacité de le faire. Et c'est ça qui se produit maintenant. C'est que ce que vous faites aujourd'hui, peut-être il y a 15 ans, ça aurait été impossible. Alors, il faut être patient. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'ils doivent avoir en eux la certitude de leur propre vie intérieure. L'homme doit apprendre à dialoguer avec lui-même et à reconnaître petit à petit que ses pensées ne sont pas les siennes. Et ça, ce n'est pas facile. Et lorsqu'il aura réalisé que les pensées qu'il a sont réellement rattachées à une autre intelligence, là, il commencera à comprendre le principe du supramental. Et éventuellement, les hommes connaîtront le principe du supramental, ils le vivront, et la recherche scientifique cessera. Est-ce que la communication avec le supramental va remplacer la communication qu'on avait avec Dieu par le biais du Christ, ou par le biais de Bouddha, ou par le biais de d'autres? Lorsque l'homme aura la communication avec le supramental, il connaîtra tout, il comprendra tout. Pour une pénétration totale du supramental, c'est-à-dire que pour que le supramental s'assied bien dans le mental humain, toutes les facultés humaines doivent disparaître. Dans des cas particuliers, peut-être comme le mien, c'était fait d'une façon totale, pour empêcher les aspects psychologiques de faire interférence avec les aspects parapsychologiques. C'est évident que si moi je pense et que si j'ai des opinions et que je reçois de l'information, ça créerait une tension, je serais mal à l'aise. Alors un canal très clair doit être créé, et ce canal-là est créé au cours des années pendant lesquelles nous devons passer une certaine sorte d'initiation. Mais les hommes, avec le temps, auront cette vision très claire des choses, mais dans le cas de l'humanité, ça se fera en relation avec un choc cosmique établi à l'échelle mondiale. Quand on dit choc, on dit instantanéité ou presque? Un choc cosmique, d'ailleurs, tout dans le cosmos qui implique un changement de niveau demande un choc. Alors le choc cosmique, c'est le passage d'une énergie d'une octave à une autre, et c'est la pénétration instantanée d'une certaine lumière dans les principes humains, le mental, l'émotionnel, le corps vital de l'homme. Et une fois qu'on a subi ce choc, on n'est plus le même. Et ça se fera à l'échelle mondiale. Sous l'effet d'un choc, donc de façon assez rapide, assez... Ce sera instantané. Instantané? Oui. Oui, parce que ça doit être fait instantané parce que les puissances ne peuvent pas perdre d'énergie. Alors le passage d'un niveau immatériel ou paraphysique au niveau physique, ça se fait d'une façon instantanée pour nous. Ça devient une manifestation instantanée.
Et à ce moment-là, la transmutation chez l'homme se fait. Ceux qui peuvent passer à travers le choc passent à travers le choc. Les corps sont transmutés, les alliances entre l'homme et ses intelligences sont établies une fois pour toutes, et l'homme peut d'une façon parfaite travailler à l'évolution de l'homme et aussi parfaire l'évolution de la galaxie. Le phénomène religieux est souvent associé au phénomène spirituel. Et le supramental dans tout ça? La religion est une composante émotionnelle de la réalité humaine. La religion existe parce que l'homme a des émotions. Si l'homme était supramental, il n'y aurait pas de religion. Sur le plan cosmique, ce qu'on appelle la religion sur notre planète, sur le plan cosmique, c'est la politique cosmique. Alors, si vous voulez parler de politique cosmique et quelle est cette dimension la plus humaine, on dirait que c'est la religion. Mais comme l'homme pense, et comme il n'a pas accès aux autres plans, comme il ne peut pas voir dans l'éthérique, comme il ne peut pas communiquer avec les autres intelligences, et comme il ne peut pas faire partie de ce qu'on pourrait appeler l'infinité du mental, c'est évident que les données du cosmos doivent être rapetissées afin de lui permettre, lui, d'y goûter, mais sans en être totalement déboussolé. C'est parce que l'homme pense qu'il a la religion. On prend par exemple le concept de Dieu qui existe un peu partout sur notre planète. Ce concept, il est très bon, il est nécessaire, parce qu'il y a une partie en l'homme qui se rattache à l'infinité, par le biais de l'âme. Mais dans une religion, on parle de Dieu d'une façon, dans une autre religion, on parle de Dieu d'une autre façon, dans une autre religion, on parle de Dieu d'une autre façon. Ça, c'est normal, parce qu'on pense. Lorsque l'homme aura accès au supramental, lorsque l'homme pourra se déplacer dans les éthers de différentes vibrations, à ce moment-là, il comprendra une chose, que ce qu'on appelle Dieu n'est pas encore créé. Le Dieu dont parle l'homme, c'est un Dieu qui existe dans le passé. On l'associe par exemple avec l'évolution de l'univers, avec la création de l'univers. Mais c'est parce que l'homme, pour parler de quelque chose d'infini, doit se rapprocher de lui-même en se servant de concepts qu'il peut, avec facilité, comprendre, comme par exemple la loi de causalité, la loi de cause et d'effet. L'homme a besoin de la loi de cause et d'effet pour comprendre le principe moteur du mouvement. Alors, si je fais une petite entrevue sur ce sujet, l'homme a besoin de Dieu pour réaliser dans son intelligence qu'il y a eu un début. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas vivre sans début. Ça n'a pas de sens sans début. Hein? Pourtant, la fameuse question, qu'est-ce qui vient en premier, c'est le poulet ou l'œuf? C'est un exemple. Et il y a des philosophes qui se sont battus avec cette question depuis des siècles. Mais pourquoi existe la question du poulet et de l'œuf? Elle existe parce que l'homme pense. Si l'homme ne pensait pas, elle n'existerait pas. Alors la question du poulet ou de l'œuf, qu'est-ce qui vient avant ou qu'est-ce qui vient après, ça fait partie de la condition des mécanismes de la pensée. Alors, que vous preniez le poulet ou de l'œuf, ou que vous preniez l'univers et Dieu, c'est la même chose. Par contre, on dit souvent que Dieu est éternel. Il n'y a jamais eu commencement, il n'aura jamais de fin. Dieu, d'abord, il y a plusieurs étapes de Dieu. Ouais? Il y a le Dieu parfait. Il y a le Dieu absolu. Il y a l'absolu des absolus. Puis il y a le Dieu en évolution. Les êtres qui connaissent l'absolu des absolus, ce sont les hautes hiérarchies. Qu'est-ce que ça vous fout à vous, à moi, de savoir ça? Hein? Ce n'est pas de nos patentes. On a de la misère à manger tous les jours. On a de la misère à créer une civilisation qui se tient debout. On va commencer à parler de Dieu.
Alors, il y a des étapes. Au fur et à mesure que l'homme pénètre dans ces étapes, dans ces mondes, effectivement, il en arrive à un point où il commence à comprendre Dieu, à comprendre les lois de l'énergie. Mais rendu à ce niveau-là, le concept de Dieu n'existe pas. Alors, le Dieu, si je parle du Dieu de l'homme, de Dieu des religions, c'est le plus bas des dieux. Pour l'homme, c'est le plus élevé, mais sur le plan cosmique, c'est le plus bas, c'est le moins intéressant. C'est Dieu créateur de la matière. C'est le moins intéressant parce que c'est le Dieu qui s'occupe de la matière. C'est celui qui est derrière la loi de cause et d'effet. Mais le Dieu le plus intéressant, c'est l'absolu des absolus. Et lui, ce n'est pas de nos patentes, ce n'est pas de nos affaires. Parce qu'on ne peut pas même contempler, même expliquer l'infinitude de son savoir. Parce que son savoir n'existe pas. Dieu ne sait rien. Parce que savoir, c'est une faculté qui est donnée à l'esprit pour comprendre l'organisation de l'universel. Savoir, c'est une faculté qui est donnée à l'esprit dans les hautes sphères pour comprendre les lois d'harmonie qui doivent exister entre les atomes. Savoir pour ces esprits, c'est un peu le vêtement pour nous. Dieu ne sait rien. Qu'est-ce qu'il a à savoir, Dieu? Regardez, si vous réfléchissez une simple seconde sur cette question, qu'est-ce que Dieu a à savoir? Ça n'a plus de sens. Alors, on prend l'envers, on dit Dieu c'est tout. Ça n'arrange rien. Alors, ce que je veux démontrer, c'est que, à cause du fait que l'homme pense, il existe sur notre planète une couche d'ignorance tellement vaste que les entités avec lesquelles je communique souvent me font rire. Et ils me disent, tu dois être patient, parce que le travail est long. Mais maintenant, je suis patient parce que je me foute de savoir, ou je me foute de comprendre. Mais ça a été long avant qu'ils me fassent comprendre ça. Remarquez que quand je parle de la religion, ou que je parle de ci ou de ça, je ne parle jamais d'une façon péjorative. Je ne dis jamais que ça, ce n'est pas important. Parce que tout est important. Tout, absolument tout. Il faut respecter tout. Tout est important. Mais ce que je dis, c'est qu'au-delà de l'importance des choses, il y a la compréhension de soi-même. Et ça, c'est le plus important de tout. Parce qu'une fois qu'on a ça, le reste, ça vient seul. On n'a plus les problèmes de Dieu, on n'a plus les problèmes de ci, on n'a plus les problèmes de ça. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle un Dieu. Il y a une intelligence parfaite. Mais cette intelligence parfaite n'est pas encore totalement composée sur les plans inférieurs de l'évolution. Elle est parfaite dans son temps, mais elle doit se parfaire au cours des évolutions des différentes galaxies. Parce qu'éventuellement, Dieu doit se rapatrier. Et lorsque Dieu se sera rapatrié, toutes les âmes qui ont été créées ou mises à la disposition de l'évolution dans le cosmos formeront une entité nouvelle. Et ensuite, on commencera une nouvelle série d'univers et de création. C'est sans fin. On va se casser la tête avec ça. C'est ridicule. Ce qu'il faut comprendre dans la connaissance, c'est le principe de la connaissance. Alors, le principe de la connaissance, il est très simple. Il ne faut pas chercher à se casser la tête. Du principe de création au principe de procréation, car il ne nous reste que 10 minutes, Bernard, j'aimerais qu'on aborde le troisième sujet tabou en général, c'est la sexualité, qu'on mélange avec l'amour, la procréation. La sexualité, l'homme n'en comprend pas les fonctions, il en connaît les effets. Il n'en comprend pas les fonctions et les principes occultes parce qu'il n'a pas encore contact avec son corps éthérique. La sexualité existe sur d'autres planètes, mais ce n'est pas une sexualité aussi frappante que la nôtre. La sexualité sur le plan cosmique, c'est un point terminal, c'est un terminus d'énergie. Autrement dit, l'énergie chez l'homme, elle passe du haut et elle descend. Il faut qu'elle s'arrête quelque part. Elle n'est pas pour arrêter dans les orteils. Alors, elle s'arrête dans un centre qu'on appelle le centre sexuel. Alors, ce centre sexuel-là vibre, il vibre, il vibre.
il produit ce qu'on connaît. C'est sa fonction. À ce moment-là, l'énergie recommence et elle redescend. Et c'est un cycle constant. Mais l'homme, comme l'homme n'est pas en contrôle de ses centres d'énergie, il fait la sexualité à gauche et à droite. Alors tu finis avec une population planétaire de 4,5 milliards d'habitants. Mais il y a une autre chose concernant ça. C'est que si l'homme était plus mental, je ne dis pas intellectuel, si l'homme était plus mental, supramental, il ne mettrait pas de côté la sexualité, parce que tant qu'on est dans un corps physique, on doit toujours être sous ce principe. Mais cette énergie serait en relation vibratoire avec les cycles de l'intelligence, de sorte que un cycle ne ferait pas interférence avec l'autre. Alors, si l'individu reçoit comme information qu'il doit avoir un enfant, il aura un enfant et c'est final. Même s'il a des relations avec sa femme 10 fois, 15 fois, 100 fois, 5000 fois, ça n'a pas d'importance. Parce qu'il sera en harmonie avec la vibration de l'intelligence. Et c'est justement pourquoi il y a un problème de population sur la planète, c'est que la sexualité n'est pas harmonisée avec l'intelligence. C'est très occulte la sexualité. Moi, je me reprendrais d'écrire un livre sur la sexualité. Parce que écrire, c'est très, très, très dangereux. Parler, c'est pas mal. Parce que quand on parle, on communique, on peut dire, vous avez compris ce que j'ai dit, vous pouvez me demander une question, on répond. On ferme le cercle. Mais dans un livre, c'est jamais fermé. Alors, ça produit des problèmes, ça produit des questions qui mènent à d'autres questions, ça ne finit plus. La sexualité, c'est essentiel à l'équilibre des forces cosmiques. Mais l'homme n'a aucune connaissance, aucune réalisation de ce principe en lui. Il en connaît simplement les effets. L'animal, lui, il est sous les lois cosmiques. Il a ses cycles, tout marche bien, il ne casse pas la tête. Mais l'homme, lui, il veut toujours aller plus loin. Et c'est normal qu'il veuille aller plus loin parce que l'homme est très sensible au niveau de l'âme. Et je dois dire que les énergies de la sexualité proviennent de l'âme. Alors, si on conçoit la situation sexuelle sur la planète aujourd'hui telle qu'elle est, c'est une façon assez déplorable, on s'aperçoit très facilement que les liens entre l'âme et l'homme sont très ténus, sont très minces. Et à certains points, il n'y en a plus. Alors, si l'homme a peu de contact avec ce centre d'énergie qui est l'âme, qui est sa force propulsive dans son règne biologique, c'est très difficile à lui d'aller dans une étape plus avancée et d'avoir contact avec un ajusteur de pensée sur un plan conscient. Parce que l'âme donne à l'homme, sur le plan mental, émotionnel, vital, les énergies pour qu'elle puisse progresser dans son évolution à travers sa personnalité. Mais l'ajusteur de pensée, lui, il ajuste le mental de l'homme. Et si l'homme défait cette relation entre lui et l'âme, qui est sa sensibilité, à ce moment-là, l'ajusteur de pensée peut très difficilement communiquer avec lui et peut très difficilement lui donner de la connaissance. Et c'est pour ça qu'on a un problème sexuel sur notre planète qui est absolument abominable. Alors, les pauvres font l'amour parce qu'ils ont rien à faire, et les riches font l'amour parce qu'ils veulent trouver d'autres formes d'expression. Et entre ça, il y a des gens qui prennent la drogue pour faciliter le passage de l'énergie afin de trouver d'autres expressions de cette même énergie. Est-ce que la sexualité, finalement, c'est seulement un phénomène de génitalité, de procréation d'être humain en être humain, ou est-ce que ça peut être autre chose? On sait que dans le tantrisme, la main gauche, c'est une accumulation d'énergie sur certains plans des chakras, etc. La sexualité, c'est 5 choses. Premièrement, c'est la distribution intégrale des puissances supramentales dans le centre d'énergie le plus inférieur de l'homme, pour établir un lien. Deuxièmement, c'est la reconnaissance au niveau des forces invisibles de l'ajustement émotionnel de l'homme, et ça leur permet à eux de comprendre jusqu'à quel point son évolution animale est arrivée. Troisièmement, la sexualité, c'est une façon à l'homme de maintenir en évolution sur la planète des corps qui sont semblables aux siens, ce qu'on appelle la progéniture.
Quatrièmement, la sexualité, c'est un facteur de destruction de certaines forces dans l'homme pour l'amener éventuellement à reconstruire d'autres forces. Et ça, on retrouve ça, par exemple, chez les intellectuels. Les gens qui font beaucoup de travail au niveau de l'esprit vont souvent avoir une sexualité aberrante, parce que cette sexualité aberrante leur permet à eux de réorganiser leur énergie mentale pour continuer à œuvrer dans le domaine où ils sont. Et cinquièmement, la sexualité, c'est une force très puissante qui est peut-être très dangereuse si elle est manipulée d'une façon négative. Elle peut mener à la folie. Bernard, il reste que quelques minutes à cette émission de télévision devant 300 personnes. Est-ce que, comme c'est mon habitude, je te demanderai quel serait un message, un conseil? Je vais probablement continuer à faire des émissions ou à faire des conférences. Je suis en train présentement de préparer en collaboration un livre avec un ami pour faciliter le passage de certaines informations à un certain niveau. Il y a un autre livre que je fais par moi-même parce qu'il est trop dense. Et éventuellement, j'aimerais faire comprendre aux gens que, en ce qui me concerne, ils ne doivent pas me prendre au sérieux. Et je sais ce que je dis quand je dis ça. Que les gens écoutent, ça c'est bien, c'est une bonne chose. Mais que les gens ne croient pas. Je vais expliquer, je dois expliquer ça. L'homme croit parce qu'il pense. Et lorsqu'il croit, il se fait automatiquement en lui une barrière. Et il développe petit à petit un système d'opinion. Et ce système d'opinion-là, s'il est très très occulte, peut devenir une force très grande et peut éventuellement l'amener à vouloir aller plus loin, et aller plus loin, et aller plus loin. Et il ne faut pas aller plus loin. Il faut arrêter d'aller nulle part. Il faut arrêter. Les gens pensent que c'est par là, ou que c'est par là, ou que c'est par là. C'est en soi. Et si on prend trop au sérieux certaines idées, probablement les miennes, parce que les miennes sont un peu folles, à ce moment-là, on peut devenir foufou. Alors, ce que probablement je ferai, c'est que je donnerai des conférences ou je ferai des entretiens comme ça en public et j'avancerai dans mon travail, j'avancerai, et en même temps les gens pourront avancer, mais du moment qu'ils ne cherchent pas à comprendre. Mais vous savez, Bernard, qu'il y a beaucoup de gens qui prennent très au sérieux ce que vous dites. Et j'entends par là aussi même des milieux d'ordre scientifique. On a d'ailleurs des représentants ici qui suivent à la lettre les conseils que vous pouvez leur donner. Et en politique aussi. Et en général, même si on a abordé 3 sujets tabous ce soir, c'est justement parce que ce sont des sujets sur lesquels on reçoit très peu souvent d'informations plaisantes et pas si folles que ça, après tout. Si on est en contact avec le supramental, un jour toute la société, pourquoi ne pas suivre aussi quelqu'un qui est, lui, en contact, le premier ou un des rares en contact? C'est exactement ça que je veux dire. Si les gens écoutent, à ce moment-là, ils vont comprendre. Ils vont comprendre ce qu'ils ont à saisir. Et ils vont saisir ce qui est en eux. Et à ce moment-là, ils vont cesser de me prendre pour une béquille. Il ne faut pas que je devienne une béquille pour les gens. Parce qu'à ce moment-là, je leur fais du tort. Parce que tous les gens ont en eux le pouvoir de la connaissance. C'est qu'ils ne savent pas comment y arriver. Et quand je dis le pouvoir de la connaissance, je ne parle pas de pouvoir, parce que ce n'est pas important qu'on ait des pouvoirs. Ce qui est important, c'est qu'on réalise en soi une certaine énergie créative qui se manifeste dans son temps et dans son lieu. On ne peut pas demander au supramental de nous contacter. Parce que moi, si j'avais eu à demander ou si j'avais su ce qui m'est arrivé, je lui ai dit non, je suis bien, laisse-moi, casse-moi pas les pieds. Parce que c'est pas un cadeau.
Ça fait partie de ma vie. Aujourd'hui, ça va, je suis comme ça et je suis bien. Bon, ça va, mais les souffrances ont été énormes. Alors, je veux éviter aux gens de souffrir pour rien. Et je veux donner aux gens, dans des rencontres comme ça qui sont très plaisantes, des informations vibratoires et non pas des informations psychologiques. Et je peux, avec facilité, créer un champ d'énergie autour de ma personne qui permet à ces gens-là de saisir certaines choses par bribes. Mais aussitôt qu'ils vont entrer l'intellect là-dedans, c'est fini, ils vont avoir des tensions. Ils vont avoir des anxiétés. Parce que je commence à parler. Peut-être que je vais parler pendant des années de temps. Je ne peux pas parler quand je veux, mais quand je parle, je parle. Et comme je ne contrôle pas ce que je dis, automatiquement, le choc vibratoire, il se fait. Alors, les gens doivent être patients et attendre que les choses se développent, et ils doivent continuer leur vie comme ils le font, et essayer petit à petit de se sentir, de se comprendre, et d'avoir un esprit ouvert. C'est bon d'avoir un esprit ouvert.